Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette 5e séance du cycle de conférences dans le cadre du Collège Belgique autour de l'État comme investisseur. Nous avons donc, grâce à la chaire SFPI, qui a été mise sur pied ici à l'Académie royale et qui a permis d'embaucher Maximilian Craé, nous avons commencé tout un travail de réflexion autour de l'État, quand l'État en particulier prend des parts dans des entreprises privées, et comment il pouvait mobiliser cet outil-là, qui est un outil stratégique par excellence, pour pouvoir soutenir une stratégie de développement durable entendue au sens environnemental et social, sachant que toutes ces notions sont à mieux construire et que ça fait partie du défi. Mon nom est Isabelle Ferreras, je suis membre de la classe Technologie et Société de l'Académie royale et j'ai le plaisir d'être la responsable académique de cette chaire, et donc nous accompagnons Max. Et quand je dis nous, c'est un conseil d'accompagnement constitué de confrères et de consoeurs de l'Académie, dont sont présentes ici Véronique Cabiot, Jean-Pierre Ansen, Isabelle Cassirs et une série d'autres confrères qui ne peuvent pas être là ce soir. Et je dois également vous excuser, ou non excuser de sa part, le secrétaire perpétuel Didier Vivier, qui est retenu et aurait beaucoup aimé être avec nous, présent pour cette dernière séance, puisqu'il a été présent à toutes les autres séances d'ailleurs, et il a suivi intensément ce travail. Donc nous sommes, comme je le disais, à la dernière étape de ce cycle de 5 leçons, et certainement vous allez voir, les questions ne sont pas closes, mais une certaine perspective sur ces questions, en tout cas, se dessine. Il est intéressant que nous nous réunissions pour cette dernière séance à un moment où, visiblement, nous sommes clairement dans une deuxième vague d'épidémie face au Covid. Et donc, d'abord, je voudrais vous remercier chacun et chacune, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, d'être là avec nous pour poursuivre la réflexion, parce que, effectivement, ce n'est pas parce que les conditions sont adverses qu'il nous faut cesser de penser, au contraire. Et donc, de la sorte, je vous remercie aussi de bien respecter, comme vous le faites, les gestes barrières, de porter le masque pendant toute la durée de la leçon, ce qui n'est jamais vraiment très agréable, mais en même temps qui est nécessaire et utile, parce que certains d'entre nous sont moins privilégiés que d'autres au niveau de leurs ressources immunitaires. Donc protégeons-nous effectivement les uns les autres, et en même temps n'arrêtons pas de penser. Aussi, je disais, c'est un moment particulièrement important parce que nous rentrons dans une deuxième vague très clairement, et l'État comme investisseur privé également, c'est-à-dire dans les entreprises privées, est certainement une question qui va être au centre de nos années à venir. Nous voyons que si en mars dernier, nous n'avions pas les masques qu'il fallait, si nous n'avions pas le gel qu'il fallait, c'était en partie parce que nous nous en étions remis au marché pour ces choses-là, et que ces choses-là étaient fabriquées en Chine ou en tout cas en dehors de notre contrôle. Mais aujourd'hui, bien, nous n'avons pas de tracing, ou en tout cas il est excessivement défaillant, puisque nous n'avons pas de tests, nous n'avons pas de vaccin, on n'en parle même pas. Enfin si, on parle beaucoup des vaccins, mais je ne parle pas de la disponibilité d'un vaccin, évidemment, face au Covid. Et tout cela nous amène vraiment de manière très, très vive la question de savoir ce que l'État, en tant qu'expression de notre souveraineté, en tant que capacité collective que nous nous donnons à nous-mêmes en tant que société, qu'est-ce que l'État peut nous permettre de réaliser comme bien si, dans une situation d'épidémie, il ne peut pas nous mettre en situation aujourd'hui, par exemple, d'avoir un système de tracing et testing performant 7 mois après le début de cette épidémie. Donc, cela pour dire combien
l'actualité de cette question qui peut sembler peut-être plus théorique de l'État comme investisseur est absolument évidente. Et donc, je me réjouis aujourd'hui de inviter alors Max Krahe à donner cette dernière 5e leçon dans le cadre de ce cycle et d'inviter ensuite 2 discutants. Vous savez que chaque leçon a fonctionné avec une contribution d'un discutant, des membres de la classe technologie et société ou d'autres classes. Kenneth Bertrams a été le premier, historien de l'ULB. Martin de Brabant a été le 2e discutant représentant justement la SFPI. Ensuite, nous avons eu une contribution beaucoup plus substantielle de Jean-Paul Philippot et Corinne Boulanger pour nous apporter un contrepoint à nos réflexions, mais qui en même temps mettait en évidence des enjeux très commun sur le rôle de l'État et sur les finalités peut-être qu'il faut lui assigner. Et la dernière séance était avec Bruno Coleman, membre de la classe technologie et société. Ce soir, comme contrepoint, comme discutant de l'intervention de Max, mais aussi pour nous aider à tracer une perspective à la fin de ces 5 séances, nous aurons le plaisir d'entendre, après l'intervention de Max, Véronique Cabiot et ensuite Jean-Pierre Ansen. Et à ce moment-là, nous ouvrirons la parole au public, bien sûr. Je me murerai dans un nouveau métier qui est preneuse de son avec une perche, de telle sorte que les conditions sanitaires seront absolument garantie et vous pouvez même garder votre masque en fait pour parler avec le micro parce que la perception est excellente. Voilà, merci beaucoup à chacun et chacune d'être présents. En particulier, merci à Jean-Pierre Ansen et merci à Véronique Cabiot d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour être là avec nous aujourd'hui et bonne leçon. Alors, merci Isabelle pour cette introduction et aussi pour ta soutenance, ton soutien pendant les mois et l'année que j'étais ici. Merci aussi à la SFPI pour me soutenir comment dire, financièrement. Et merci à tous d'être venus aujourd'hui et surtout Véronique et Jean-Pierre. Alors, comme aujourd'hui c'est la dernière séance du siècle, je vais essayer de tirer quelques conclusions, mais aussi de vraiment vous montrer en sorte de vision un peu plus élargie de l'investissement public et du rôle de l'État. Et comme pendant les séances avant de cela, je vous prie de m'excuser de mon français qui évidemment c'est pas ma langue maternelle. Mais bon. Alors, je vais commencer par une sorte de retour à nos bases et surtout qu'est-ce que c'est la finance, parce que quand on parle de l'investissement, on parle vraiment de la finance. Et comme nous habitons dans des économies de marché, c'est surtout l'investissement privé qui est le mode d'investissement dominant. Et donc, je vais après couvrir les bases, je vais parler de l'investissement privé, de ses points forts et aussi de ses faiblesses. Et c'est des faiblesses qui vont nous amener vers l'investissement public. Et après, je vais parler de la transition vers la durabilité sociale et environnementale. Et je vais donner quelques ordres de grandeur parce qu'en fait, pour mon argument concernant le rôle de l'investissement public, c'est vraiment c'est la taille d'une transition qui est très important. Et donc, je vais démontrer que
la transition vers la durabilité, c'est quelque chose pas petit. Et après, je vais finir avec quelques réflexions sur l'État comme investisseur et je vais essayer de le préciser. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les nuances, les fonctions, les institutions concrètes qui font cet investissement et qui font la coordination, tout ça. Alors, commençons par la question, qu'est-ce que c'est la finance? Essentiellement, ce que fait la finance, c'est couper le lien entre les profits d'hier et l'investissement d'aujourd'hui et de demain. S'il n'y avait pas de finance, le seul moyen de financer un nouveau investissement, c'est avec les profits ou l'épargne d'hier. Mais avec un système financier, avec des banques, avec des fonds d'investissement, avec l'État comme investisseur, c'est possible de faire un nouveau investissement sans avoir eu des profits en avant. Et en coupant ce lien, la finance nous donne une sorte de liberté très très grande, parce que sans la finance, seules les entreprises qui étaient déjà profitables hier peuvent faire des investissements. Seuls les gens avec de la richesse peuvent faire de l'investissement. Et donc, cette coupure du lien, c'est quelque chose de très important. Mais avec la liberté qui est créée par cette coupure, c'est aussi, ça rend aussi la décision d'investissement beaucoup plus compliquée. Parce que si on n'a que le profit de hier, normalement, les options d'investissement qui sont in front of you, ils sont beaucoup plus réduits parce que c'est l'entreprise qui a déjà fait le profit, qui a le moyen de faire l'investissement et qui doit faire un choix entre quelques investissements. Mais si n'importe qui peut proposer un projet, et c'est aux investisseurs, aux banques de choisir entre les projets. Soudain, une société se trouve, une banque se trouve à choisir entre des projets beaucoup plus divers et beaucoup plus numéraux. Donc ça, c'est la prochaine élément clé, le premier élément clé de la finance, c'est cette coupure. Le deuxième élément clé de la finance, c'est que la finance planifie l'avenir. Parce que ce qui s'y passe, si on fait un investissement qui est financé par le crédit, par un investissement et pas par le profit retenu, c'est après la banque a vous donné l'argent, vous pouvez l'utiliser pour acheter un bien, pour construire une usine, pour embaucher des gens. Et comme ça, l'investissement commence à changer la structure de l'économie. Après l'investissement, il y aura des nouveaux bâtiments, il y a des nouveaux produits, et ça commence à vraiment construire le futur. Mais au moment où on fait l'investissement, on n'est pas sûr si cet investissement va être profitable ou non, si ça va marcher ou non. Et donc, on construit le futur, mais on ne sait pas vraiment si ça va marcher. Et donc, on se trouve dans une... you have to take decisions today not fully knowing the consequences. That's inherent dans la finance. Et donc, évidemment, planifier l'avenir, c'est très, très, très difficile. Et je commence avec des difficultés qui n'ont rien à faire avec la durabilité, mais qui sont au cœur de tout investissement, même si on utilise l'investissement seulement pour construire des entreprises hopefully profitable. Et donc, par exemple, c'est possible qu'on construise un nouveau produit comme le BlackBerry, qui était un smartphone
pas mal, mais ça peut arriver qu'un concurrent produit un produit qui est supérieur comme l'iPhone, et après, bon, si ça arrive, l'investissement va échouer. Ça peut arriver qu'avec la Hindenburg, avec la technologie du Zeppelin, quelque chose qui marche en théorie et qui peut marcher si le engineering est bien fait. Ça peut arriver qu'il y a un accident et ça peut changer la réputation de toute la technologie, et ça peut en fait faire que tous les investissements dans cette technologie sont perdus. Même si peut-être avec un petit changement, la technologie aurait rendu plus sûr. Ça peut arriver aussi que un investissement échoué à cause de la fraude, et ce fraude peut arriver de plusieurs directions. Avec Enron, c'était une fameuse entreprise américaine dans le secteur de l'énergie. C'était arrivé au sein d'entreprises. Et bon, ça peut arriver, et comme ça, l'investissement peut échouer. Et ça peut arriver aussi que tout un secteur va échouer à cause d'un grand changement technologique. Par exemple, avec le charbonnage, même aux États-Unis aujourd'hui, où il n'y a pas trop de politique contre le changement climatique, même là-bas, les charbonnages sont en train de vraiment mourir parce que le gaz et les énergies renouvelables sont devenus beaucoup plus compétitifs. Et donc, à cause de toutes ces possibles causes d'un échouement, c'est vraiment difficile de faire de l'investissement productif qui va vraiment être productif dans l'avenir. Donc c'est déjà difficile de faire de l'investissement seulement productif. Évidemment, ça va être beaucoup plus difficile en plus si on essaie de planifier un avenir durable, parce que en plus d'avoir toutes les incertitudes de qu'est-ce que va changer dans le futur, maintenant, on essaie aussi d'atteindre plusieurs objectifs. Avec l'investissement productif, c'est en fait le seul but, c'est la rentabilité. Et si l'investissement est rentable, on est là. Avec l'investissement durable, si on essaie de planifier, de construire un avenir durable, la rentabilité, ce n'est pas assez. Il y a par exemple dans cette image, il y a les plafonds, les fondations sociales comme la paix, la justice, éviter la pauvreté, l'égalité de genre. Et il y a aussi le ceilings écologique. Et donc, respecter tout ça dans ces décisions de l'investissement, c'est très, très, très difficile. Et donc, faire un investissement productif et durable, c'est vraiment un défi énorme. Et donc, avant de parler de l'État comme investisseur, je pense qu'il vaut bien de reconnaître que l'investissement privé, qui est dans quelque sens le fondament de notre économie, c'est bien parce que si on voit clairement toutes les difficultés, on voit que l'investissement privé, c'est vraiment une chose très puissante. Et ça, c'est bien reconnu. C'est bien décrit par ces deux gens, c'est F.A. Hayek et Joseph Alois Schumpeter, deux économistes autrichiens. Et les deux donnent des analyses de l'investissement privé qui sont très, très, très insightful, très précis,
Et ils ont démontré que l'investissement privé, c'est quelque chose qui peut coordonner une économie très complexe dans une façon très subtile et très puissante. Et ce que Hayek, ce genre-là, ce qu'il a dit, c'est que le mécanisme de prix fait une sorte de coordination décentralisée. Et il a écrit un article très très connu en 1945 où il utilise un exemple, il utilise l'étain, le métal, l'étain, et il dit si vous êtes un utilisateur de l'étain dans votre usine ou n'importe où, si quelque chose se passe que augmente le prix de l'étain, n'importe quoi, ça pourrait être qu'il y a des autres utilisateurs qui commencent à acheter de l'étain dans des énormes volumes, ça pourrait être qu'une mine de l'étain disparaîtrait, n'importe quoi, mais si le prix augmente, vous allez commencer à l'utiliser plus efficacement. Et quand vous êtes producteur, vous allez commencer à trouver des méthodes de le produire in greater quantities. Et donc le mécanisme de prix fait une sorte de coordination décentralisée. Et Schumpeter, il a reconnu que à cause d'un deuxième élément clé, l'investissement privé peut aussi pousser une sorte de évolution vers la productivité et vers l'innovation. Il a reconnu que à cause des contraintes budgétaires fortes, les entreprises qui ne réussissent pas au marché, ils vont disparaître et ça va libérer des ressources pour des entreprises, pour des nouveaux investissements qui sont plus efficaces. Et donc, les deux mécanismes, ils ne sont pas les seuls mécanismes qui sont en train de se dérouler dans une économie du marché. Il y a plein des autres mécanismes qui sont moins efficaces, qui produisent des problèmes, mais les deux mécanismes qui Hayek et Schumpeter ont décrits, ils sont vraiment au cœur de l'efficacité d'une économie de marché. Évidemment, un problème d'une économie de marché qui est coordonnée par le mécanisme de prix et par l'investissement privé, ce sont les externalités. Et le changement climatique, c'est peut-être l'externalité le mieux connue. Et le mécanisme là-bas, c'est très simple, c'est qu'une entreprise peut être profitable, mais la profitabilité peut venir du fait que l'entreprise impose des coûts sur d'autres parties. Par exemple, avec le changement climatique, pendant des décennies, pendant plus que 100 ans, les producteurs d'électricité ont imposé des coûts énormes sur la planète, mais ça n'était pas dans leur coût de l'entreprise. Et donc ça, c'est quelque chose de très bien connu, mais c'est aussi quelque chose où dans l'économie, dans economic science, il y a des solutions très simples et très claires. Il faut mettre les coûts externes au sein d'entreprises. Il faut imposer un impôt ou de temps en temps, c'est plus simple to ban, to simply say you can't do this si les coûts sont trop élevés. Et donc, c'est un problème extrêmement grave, mais c'est aussi un problème où la solution est sorte bien connue. Et même s'il y a plusieurs externalités, il y a aussi la possibilité to expand la solution de mettre les coûts externes dans les prix.
On peut, par exemple, on peut dire, bon, il y a des problèmes avec l'utilisation de terre, avec les déchets, avec l'eau, avec la pollution d'eau. On peut mettre un prix sur tout ça. Et après, on pousse les entreprises vers éviter les choses comme ça. Et en fait, ça c'est si bien connu que cet exemple-là, c'est produit par une entreprise privée qui s'appelle Kering. C'est un groupe français de luxe. Et il pense, cette groupe pense que quelque chose comme pricing the externalities, c'est si probable qu'ils ont commencé de faire une sorte de internal carbon pricing, land pricing, water pricing, pour qu'ils peuvent rajuster, changer leur investissement pour que quand le pricing arrive dans 5 ans, dans 10 ans, ils sont déjà prêts. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment bien connu. Et donc je pense que les externalités, même si on parle des externalités beaucoup, je pense que l'investissement public, c'est pas mieux compris comme solution pour les externalités. Il y a d'autres moyens pour les attaquer. Mais il y a un deuxième problème avec la coordination d'une économie par l'investissement privé. Et je pense que ce deuxième problème, c'est le vrai problème que l'investissement public peut résoudre. Et ça, c'est quelque chose un peu compliqué. Donc, je vais le démontrer en théorie et après, je vais vous donner 2 exemples pour le rendre plus clair. Alors, si je serais un investisseur privé, la mode de pensée que j'utiliserais pour décider où faut-il faire un investissement, c'est je regarde l'économie, donc ça c'est une image virtuelle d'une économie, et je pense, bon, peut-être il y a un produit, un service, un secteur, peut-être cela, où j'ai des bonnes idées pour comment je peux l'améliorer, peut-être j'ai des nouvelles idées. Ah, c'était cela. Et pour décider si je veux investir ou non, je vais penser, bon, peut-être la plupart de l'économie va rester plus ou moins la même chose, ou ça va changer dans des schémas bien connus. Et comme ça, je peux faire mon modèle financier, je peux faire les chiffres, et je peux arriver à une sorte d'estimation, est-ce que ça va être profitable ou non. Et au fil de cette pensée, je vais faire mes décisions est-ce que je vais investir ou non. Et ça marche. Si ceteris paribus, si ça obtient. Mais le contexte peut changer énormément. Par exemple, si demain l'économie devient beaucoup plus polycentrique, beaucoup plus verte, beaucoup plus durable dans un sens social, ça va changer beaucoup de choses. Et si je suis un investisseur privé, c'est énormément difficile de savoir qu'est-ce que ça va faire avec mes coûts, les gens qui travaillent, avec la demande pour mes produits. Et donc, dans un contexte de changement systémique, c'est vraiment difficile pour les investisseurs privés de comprendre si tel investissement ou tel investissement sera profitable demain. Et donc, ça, c'est la théorie. En pratique, il y a un très bon exemple, Fordlandia. Henry Ford, au fin des années 1920,
il a réussi à produire des voitures en masse, mais il trouvait que le caoutchouc pour les pneus est devenu très très cher et en short supply. Donc, il s'est pensé, bon, je vais aller au Brésil et je vais construire une nouvelle ville dans le jungle pour produire plein de caoutchouc. Et donc, il a fait des investissements énormes. Ça a mal commencé parce que au lieu original de Fortlandia, le sol n'était pas fertile pour les arbres de caoutchouc. Donc, ils ont dû le bouger par 50 km dans le jungle, qui est une distance énorme dans le jungle. Et évidemment, pendant fin des années 30, ça a commencé à produire un peu de caoutchouc. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, les gouvernements ils ont investi tellement dans la production du caoutchouc synthétique que tout d'un coup, le caoutchouc synthétique est devenu très bon marché. Et à cause de ça, tout l'investissement, la première ville, la deuxième ville, les plantations, l'infrastructure, tout ça est devenu nul, en fait. C'est un exemple d'un changement grand dans le contexte qui a en fait détruit un investissement absolument énorme. Et donc, ça montre que les risques pour des investisseurs privés de faire des grands investissements dans un monde qui change pas at the margin, pas un petit peu, mais qui change vite, c'est un risque énorme. Et donc ça, c'est un exemple de la difficulté de faire l'investissement privé. Un exemple à l'échelle de l'entreprise. Deuxième exemple, c'est un exemple à l'échelle de pays. Alors, comme vous le savez, la Russie et la Chine, tous les deux, ont transformé leur économie d'une économie planifiée vers une économie de marché pendant les années 90. C'est bien connu. C'est bien connu aussi que la Russie l'a fait par une sorte de Big Bang, par une sorte des très grandes réformes début des années 90, la privatisation, la dérégulation, c'était vraiment un Big Bang. Et ici, on voit le PIB par capita des deux pays. Et on voit que le PIB de la Russie s'est tombé d'environ 3500 au début des années 90 vers environ 1300 au fin des années 90. En contre, la Chine a aussi fait une transition vers une économie de marché, mais la Chine a fait d'une manière centralisée, c'était coordonné par Beijing, par le gouvernement central. Ce n'était pas planifié, parce que c'était la transition d'une économie planifiée vers une économie de marché, mais c'était coordonné. Donc, par exemple, le gouvernement a guidé les grandes entreprises publiques vers la compétitivité par le pousser vers l'export, où le gouvernement a dit on va commencer dans tel secteur, l'agriculture, on va introduire des marchés là-bas, mais on va garder d'autres secteurs dans un sens de planning. Donc c'est une transformation beaucoup plus coordonnée que la transformation en Russie. Et comme on voit, les disruptions étaient moins. En fait, il n'y avait jamais une chute de 2 tiers comme il y avait en Russie. Et donc, on voit que la coordination privée, l'investissement privé, ça, it struggles. C'est une vraie lutte
dans des circonstances d'un changement énorme. Et donc, ça nous ramène à la question, la transition vers la durabilité, est-ce que ça c'est quelque chose d'énorme comme la transformation d'une économie planifiée vers une économie de marché, ou est-ce que ça c'est quelque chose, disons, plus petite, plus continuous, comme la croissance normale dans les économies de l'Ouest. Et pour vous montrer la taille de la transformation vers la durabilité, j'ai regardé la baisse du CO2 grâce au Covid. Parce que, évidemment, le Covid, ça nous a ramené vers des grandes disruptions, ça a changé la vie beaucoup, les voyages sont presque arrêtés, donc il y avait des échanges énormes. Et on peut regarder, on voit que la baisse CO2 au cause du Covid, c'est en fait la plus importante baisse jamais enregistrée. C'est beaucoup plus grand que la baisse à cause de la crise de 2008. C'est beaucoup plus grand que la crise de grande dépression des années 30. C'est énorme. Mais comment est-ce que ça, how does it compare to what we need to do pour la durabilité? Et si on fait cette comparaison, on voit que même si c'était la plus importante baisse de CO2 qu'on connaît, ça représente qu'une petite partie de ce qui est nécessaire. Donc la baisse, je l'ai mis là-bas, et ça, ce sont des possibles schémas vers un monde de la durabilité climatique. Et évidemment, il y a des schémas différents. Il y a des schémas où on commence très, très tôt à baisser les émissions. Il y a des schémas où on le fait plus tard. Mais on voit que dans tous les schémas, cette disruption de Covid qui était énorme, it's not even close to enough. Hein? Donc, si une telle disruption comme le Covid, si ça n'est que 5%, 10% de ce que nous devons faire, on voit que la transformation vers la durabilité, c'est vraiment absolument énorme. Et à cause de ça, je suis convaincu que la transition vers la durabilité, on est vraiment dans ce monde-là et pas du tout dans ce monde-là. Et à cause de ça, l'investissement privé a vraiment... c'est difficile de savoir où faut-il investir. Donc, ça nous ramène vers l'État comme investisseur. Et pour terminer, je vais essayer de nuancer à la fois les tâches et les fonctions de l'État. Alors, tout d'abord, il y a deux tâches différentes que l'investissement public peut adresser. D'abord, il y a la tâche de la coordination. Et ça, c'est lié à la taille de la transformation. Comme vous l'avez vu dans la comparaison entre la Russie et la Chine, coordonner une transformation, lui donner une sorte de cadre, peut vraiment aider à le faire moins chaotique et à le faire plus efficace. Et ça, c'est quelque chose que l'investissement public peut faire par donner de signaux, par créer une sorte de plan. Séparément, il y a aussi la tâche ou la fonction de prendre des grands risques. Donc il y a des investissements qui sont potentiellement profitables, mais où
le risque est tellement élevé parce que peut-être ça va prendre 10 ans, 15 ans de la recherche, ou peut-être la probabilité d'une réussite est très petite, mais si la réussite arrive, c'est quelque chose de magnifique. Ce sont des chances, ce sont des choses où les investisseurs privés, they just don't do it. Et donc ça, c'est une deuxième fonction de l'État. Et troisièmement, il y a aussi la fonction de fournir les biens publics. Et c'est à discuter, c'est quelque chose you can disagree on this, si les biens publics sont quelque chose de l'investissement ou quelque chose que l'État faut faire indépendamment d'investissement. Mais je trouve que, surtout aujourd'hui où on est dans la crise du Covid, on voit que fournir quelques biens publics comme la santé, ça a évidemment aspect d'un investissement. Et donc je vais dire quelques mots sur chaque des trois tâches et des institutions de l'État qui sont bien placées pour le faire. Alors tout d'abord, la coordination. Pour arriver à une vision, pour faire une transition, c'est bien de commencer avec les buts et de faire une sorte d'analyse backwards pour arriver au plan. Et par exemple, on peut dire, alors on va essayer d'amener la Belgique vers une émission zéro de CO2 d'aujourd'hui à 2040. Et on peut faire une sorte de plan. Et évidemment, c'est quelque chose de difficile si on essaie de vraiment faire une sorte de planning soviétique où on essaie d'arriver à des instructions pour chaque entreprise. C'est évidemment impossible. Mais on peut faire une sorte d'analyse globale. Par exemple, avec le CO2, 90% des émissions viennent de 4 secteurs. C'est le transport, l'industrie, le logement et l'électricité. Et on peut dire il faut baisser 50% dans le secteur de l'électricité aujourd'hui à 2030, et après on va prioriser le logement. On peut arriver à une sorte de vision globale de comment est-ce qu'on peut aller d'aujourd'hui vers une économie belge sans émissions. Et ça se trouve déjà en train il y a quelques plans déjà. Pour la Belgique, il y a le plan national énergie-climat. Pour l'Allemagne, il y a un nouveau document qui va apparaître il y a 2 semaines. Il y a aussi le taxonomie européenne de l'investissement durable, qui est quelque chose un peu différent. Et je vais dire quelques mots with the next slide on that. Donc, la coordination, c'est possible si on reste dans une sorte d'image globale et si on n'entre pas dans la planification soviétique. Qui peut le faire? Parce que c'est quelque chose qui nécessite une perspective globale. Je pense que c'est surtout quelque chose pour les institutions macroéconomiques comme le Bureau de plan, la Banque nationale ou peut-être la Commission nationale de climat. Mais je pense que aussi c'est peut-être quelque chose où la SFPI, par exemple, peut être très utile, parce que pour arriver à un plan qui a du sens, il faut savoir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que coûte combien. Et ce sont les investisseurs qui sont un peu plus proches au terroir qui savent les choses comme ça. Donc, je trouve que peut-être ça, c'est quelque chose où on peut faire une sorte de collaboration entre les acteurs macroéconomiques qui font d'habitude les analyses macroéconomiques et les investisseurs qui sont plus proches. Deuxième chose, avec la coordination, on peut vraiment faire une sorte de coupure entre ce que fait l'État et ce que fait les secteurs privés. C'est tout à fait possible que l'État fait une sorte de coordination globale,
mais que l'État laisse une partie importante au secteur privé. Comment peut-on le faire? Par exemple, avec la taxonomie de l'Union européenne, qui marche comme ça. Cette taxonomie, cette taxonomie était écrite par un groupe d'experts qui ont commencé par penser, OK, how could the European economy look in 10-20 years? Et ils ont utilisé cette réflexion globale pour arriver à des critères très, très fins. Le document a 500 pages, des critères secteur par secteur. Et donc, ils disent pour être durable dans le secteur de l'agriculture, il faut faire tac, tac, tac. Dans le logement, on doit avoir un degré d'efficacité, tac, tac, tac. Dans l'acier, il faut faire tac, 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 tac. Et ils disent, les entreprises qui sont en conformité avec ça, on peut les appeler durables. Les entreprises qui ne le sont pas, ils ne sont pas durables. Et comme ça, cette taxonomie donne une sorte de signal aux investisseurs privés pour qu'ils savent quels investissements peuvent être durables et quels investissements ne le sont pas. Et donc comme ça, on voit clairement que c'est l'État qui fait une sorte de coordination globale, mais qui laisse aux investisseurs privés la décision dans l'univers de choses durables où faut-il investir. Donc ça, c'est possible avec la coordination. Deuxième tâche, la prise de risque. Ça, c'est quelque chose, un investissement absolument par excellence. Ici, le rôle de l'État, c'est d'aller vers les endroits, les technologies, les processus, les choses, où tout d'abord les rendements potentiels sont très élevés. Donc aujourd'hui, un exemple très clair, c'est un vaccin pour le Covid. C'est quelque chose, when we get it, ça va être quelque chose de très bien. Mais aussi avec une économie circulaire, donc des nouvelles technologies de recyclage ou des nouveaux processus pour baisser l'utilisation de matières primo, aussi l'hydrogène. Ce sont des aspects, des technologies potentiellement clés, mais c'est très difficile à dire s'ils vont jamais être productifs et reliable and cheap et tout ça. Et donc, ils sont certains goulots d'étranglement. Si on peut les résoudre, ça va changer des choses énormément. Et c'est là où l'État peut intervenir avec des investissements publics que prendre les risques que le secteur privé ne veut pas prendre. Troisième chose, les biens publics. Comme j'ai dit il y a quelques minutes, est-ce que ça c'est un investissement ou est-ce que ce ne sont pas des investissements? C'est quelque chose de compliqué. Je pense que c'est aussi quelque chose essentiellement politique, parce qu'à mon avis, on peut dire que chaque dépense, indépendamment de si dans un sens de bookkeeping, dans un sens de comptabilité, ça apparaître dans le compte courant ou dans le compte de capital expenditure, le compte d'investissement. Si c'est une dépense qui nous ramène vers un monde plus durable et un monde qui nous voulons, je le classifie comme investissement. Mais je trouve aussi que je suis d'accord qu'il y a des gens qui disent non, seules les dépenses qui sont classifiées comme investissements au sens de la comptabilité sont des investissements. On peut le dire, mais je trouve que là, on est déjà dans un débat très politiquement chargé. En tout cas, on peut dire que when it comes to deciding which state institutions faut le faire,
c'est quelque chose pour le ministère de Finances, en fait, parce que ce n'est pas quelque chose qui va produire des profits financiers dans un sens strict, de la rentabilité au sein de projets. Et donc, ce n'est pas quelque chose que peut faire un fonds d'investissement comme la SFPI, et ce n'est pas quelque chose que peut faire une institution du planning comme le bureau de plan. Et donc, c'est quelque chose que doit être fait par le fiscus. Alors, pour faire un résumé, j'ai dit qu'il y a 3 grandes tâches pour l'État dans la transition vers une société, économie plus durable dans le sens environnemental et social. C'est la coordination, c'est la prise de risque et c'est le financement de biens publics. Mais en sorte en niveau plus élevé que les 3 tâches, il y a aussi un 4e élément clé qu'il faut rajouter. Je vais terminer avec ça. Et ça, c'est l'itération démocratique. Parce que, en vérité, aucun plan et aucune structure administrative survit au contact avec la réalité. Chaque plan, du moment où il commence à prendre contact avec la réalité, on va voir que quelques éléments ne marchent du tout, que des éléments différents, ça marche vraiment bien. Et donc, dans la transition, il faut toujours être prêt à réajuster. Et il faut le faire dans une manière démocratique, parce que avec une transition de la taille, comme la transition vers la durabilité, je pense que c'est normal, c'est naturel que les avis, les perspectives vont beaucoup changer pendant la transition. Et si on ne fait une sorte de itération avec les gens qui sont affectés, mais aussi le peuple en sens large, c'est très facile d'aller vers une direction qui n'est pas souhaitée par la plupart après quelques ans. Et ça, je trouve que ça, c'est très dangereux parce que ça nous ramène vers un monde où la confiance du peuple en la politique, ça baisse, ça diminue. Et ça ne pourrait pas être un monde qui est durable dans le sens social. Et donc, je vais terminer ici. Et j'ai hâte d'écouter ce que Véronique et Jean-Pierre vont dire. Et je vous remercie encore d'être venus. Sont au sol, donc... On peut le mettre en dessous, peut-être. Oui, voilà. Juste le mettre... Voilà. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de prendre la parole ici ce soir, ne serait-ce que pour pouvoir poser ce masque quelques instants, même si on ne sait jamais très bien quoi en faire. Que diable allait-il faire dans cette galère ? Molière, Les Fourberies de Scapin, acte 2, scène 7. Que diable suis-je allé faire dans cette galère ? C'est la question que je me suis posée un certain nombre de fois quand j'ai accepté, à la demande d'Isabelle, une très chère consoeur, de participer au comité d'accompagnement de la chaire SFPI. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je suis chimiste de formation, docteur en sciences, que mon expertise, c'est sur les toxines bactériennes. Donc,
même si j'ai dirigé une agence innovation pendant plus de 10 ans, je comprends plutôt mieux ce qui se passe dans la crise sanitaire que quand on me parle de mécanismes financiers. Et pourtant, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Le MIT, qui est le Massachusetts Institute of Technology, offre des prix pour des projets de recherche innovants. Et il y a de ça un certain nombre d'années, je regardais cette liste et je me suis rendu compte que les chercheurs qui avaient obtenu le prix, je ne sais plus quand, étaient une équipe de recherche qui travaillait sur la communication entre les bactéries. Alors, les bactéries sont des petits êtres unicellulaires qui se reproduisent en se divisant en deux. Et les bactéries ont la capacité, grâce à des signaux, de communiquer entre elles. Donc, elles peuvent décider de se rassembler, de se grouper. Elles peuvent décider de synthétiser de manière collective une molécule qui va les protéger. C'est un mécanisme de résistance aux antibiotiques, par exemple. Jusque-là, rien d'anormal. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'ils avaient gagné le prix, leur recherche avait été considérée comme particulièrement innovante, parce qu'ils s'étaient adjoints l'expertise d'un chercheur expert en éthique. Éthique. Alors, l'éthique, pour moi, c'est lié à l'être humain, c'est lié à la capacité d'abstraction, c'est lié à la capacité de se poser des questions sur la vie, sur la mort, sur nos comportements, leur adéquation avec la société dans laquelle on vit. Mais les bactéries capables d'éthique, ça je n'avais encore jamais imaginé. Et puis je me suis dit, ça ne doit pas être ça. Mais ce qui est la richesse de ce travail, ce qui est la richesse de cette proposition, c'est finalement d'avoir, dans un domaine d'expertise donné, quelqu'un qui peut poser des questions autrement, qui peut apporter un regard extérieur et qui peut finalement, avec les outils de sa propre discipline, aller porter un regard sur un sujet pour lequel il n'est pas expert. Donc je ne suis pas expert de la finance, mais c'est la posture que je vais essayer d'adopter aujourd'hui, c'est d'essayer avec la discipline, le regard qui est le mien, d'essayer de poser un certain nombre de questions, d'essayer de vous partager quelques réflexions sur ce que Max nous a raconté. Et je vais aussi, de manière totalement arbitraire, partager avec vous ce qui m'a frappé, ce qui m'a paru important dans les quelques séances que nous avons eues. Alors la question qui occupe cette chaire, c'est finalement, si je caricature, et je vais beaucoup caricaturer, je m'en excuse déjà aujourd'hui, mais c'est pour mieux essayer de cerner les concepts, c'est de comprendre quelle pourrait être la contribution des fonds souverains au développement durable, mais pas n'importe comment, au travers d'un investissement fait dans des entreprises. Je pense que c'est important de rappeler, c'est un investissement financé par le public dans des entreprises. Et au travers de l'étude que Max a menée, Max a étudié 3 grands fonds souverains, si j'ai bonne mémoire, si mes notes étaient correctes, un norvégien, un chinois et un singapourien, et il a regardé un peu comment concrètement ces fonds abordaient cette question de la durabilité de leurs investissements. Et Max en avait conclu que c'était extrêmement difficile à mesurer pour des tas de raisons. Une des raisons, c'était il n'y a pas de définition de ce que c'est la finance durable. Alors ça, je dirais, c'est pas trop grave. Il y a des tentatives de définition. C'est une question difficile, c'est une question compliquée, mais c'est pas ce que j'appellerais une question complexe. Parce que je crois que ce qui est au centre de ce que fait Max, c'est la complexité, et on l'a encore vu aujourd'hui. Ce qui est vraiment difficile à aborder quand on aborde les questions de la durabilité, du financement des entreprises et le mélange de tout ça, ce sont les interconnexions, ce sont les interdépendances, c'est le caractère systémique. Et donc, on est au cœur de ce qu'on appelle un système complexe. Et quand on travaille sur un système complexe, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte et il faut adapter ces méthodologies, non seulement de recherche, mais de mise en œuvre, quand il y a une mise en œuvre qui découle de la recherche. Alors, une cellule biologique, c'est un système complexe. Déjà, toute seule, la cellule, elle est extrêmement complexe. Alors, vous imaginez, quand elle est reprise dans un organe qui contient plusieurs milliers de cellules, parfois différentes des autres, et quand on remet ça dans un organisme vivant, vous, moi, un animal, un chat, tous les organes mis ensemble, c'est encore plus complexe. Alors, comment font les chercheurs qui travaillent en biologie moléculaire, qui travaillent en biochimie? Eh bien, ils simplifient le système. Ils travaillent sur des sous-systèmes, ils travaillent sur des systèmes reconstitués, ils prennent un morceau de la cellule qu'ils reconstituent, ils étudient les propriétés, ils étudient les processus dans des tubes à essai.
Cette simplification, dans un premier temps, leur permet de maîtriser les paramètres, de maîtriser, de contrôler ce qu'ils font, le pH, la température, la couleur de je ne sais pas quoi. Ça leur permet de maîtriser les paramètres. Et puis, ils peuvent formuler des hypothèses. Mais ces hypothèses, elles doivent toujours être retestées dans le cadre global, dans le cadre de la complexité plus grande. Donc, quand on traite un problème complexe, je pense en biologie ou ailleurs, il faut sans cesse passer du micro, ce que j'appellerais le micro, au macro. Parce que c'est dans ce lien-là qu'on peut comprendre, proposer des hypothèses et valider des hypothèses. Alors, dans le cas qui nous occupe, qu'est-ce que serait le micro, qu'est-ce que serait le macro ? La dernière slide de Max montrait pour moi ce qui serait la vision la plus globale. Max nous a parlé des indicateurs de développement durable des Nations Unies. Ça, c'est effectivement la vision globale. C'est qu'est-ce qui construit un modèle durable, et vous avez des choses extrêmement variables sur l'énergie, les déchets, mais aussi l'égalité des genres, etc. C'est probablement la vision la plus large, c'est probablement la vision la plus globale. Mais vous comprenez bien que quand on essaye d'appliquer tous ces indicateurs définis par les Nations Unies à un investissement fait dans une entreprise, c'est extrêmement difficile à mesurer. Quand à une certaine époque, moi je participais à des évaluations de dossiers qui ont financé des grandes entreprises comme GSK, vous leur donniez 2, 3, 4, 10 millions et puis vous demandiez à GSK, mais quel était l'impact? Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Et généralement, les chercheurs de GSK nous disaient, mais madame, vous savez, mettre un médicament sur le marché qui est l'impact ultime de nos recherches, pour nous, entreprises pharmaceutiques, ça coûte plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros. Comment voulez-vous que nous allions isoler de ce financement-là l'impact qu'ont eu vos 2, 5, 10, 20 millions? Et donc, c'est très très compliqué d'aller identifier un investissement, l'impact, surtout quand l'impact est complexe à mesurer, surtout si on le prend dans sa vision globale, les indicateurs des Nations Unies, le développement durable, les Sustainable Goals des Nations Unies. C'est compliqué pour une entreprise, un investissement. Mais si on commence à parler de groupes d'investissement et de groupes d'entreprises, peut-être que ça va être moins difficile à mettre en œuvre. Et je trouve intéressant que Max ait déjà abordé la question de la taxonomie des entreprises. Finalement, dans cette taxonomie, on commence à faire des regroupements de types d'entreprises. Et donc, on mesure des investissements plus élevés. Mais quel niveau d'investissement et quel domaine, quel secteur? Et donc, moi, je vois se dessiner dans ce système complexe un élément qui joue un rôle clé, et je rejoins Max, c'est l'État. Sauf que moi, j'ai envie d'appeler l'État puissance publique. Parce que dans le système ouvert, qui est le système complexe, l'État, et c'est normal, a une connotation nationale. Tandis que puissance publique, ça permet de faire jouer différents niveaux de puissance publique. Non seulement l'État national, mais aussi, par exemple, la Commission européenne. Et donc, je vais parler ici plutôt de puissance publique de manière globale parce que je pense que des synergies sont importantes à ces différents niveaux. Alors, lors de son précédent exposé, Max a analysé le rôle qui avait été joué, cette fois-là par l'État américain, des États-Unis, dans deux grands processus clés de transformation de l'économie. La première, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, la transformation de l'économie américaine en économie de guerre. À nouveau, je simplifie, mais on ne va pas recommencer l'exposé. Et la politique de plein emploi pendant les 30 Glorieuses. Et donc, Max a montré que l'État, la puissance publique américaine, avait une réelle capacité de transformation de l'économie. Et donc, quelqu'un dans la salle, la question s'est posée de savoir si le Green Deal européen pouvait être une des façons, un élément mobilisateur, un élément déclencheur qui permettrait de transformer l'économie. Alors, nous étions plusieurs à vouloir dire oui. Nous aimerions dire oui. Je suppose que dans cette assemblée, nous sommes plusieurs à souhaiter la même chose. Mais si c'était le cas, je pense qu'un point vraiment important, et ça va avoir des conséquences sur les fonds souverains, je vais y revenir, on n'est pas tout à fait dans le macro-macro, mais on est encore à un niveau assez élevé de la complexité. Je pense que ces politiques de puissance publique devraient se coordonner. Elles devraient travailler ensemble de manière à ce que les États nationaux soutiennent, potentialisent ou qu'on mutualise un certain nombre de choses. Je ne sais pas comment il faut faire, mais je pense qu'il faudrait travailler en concertation, en coordination. Et si ça se fait,
alors à un moment donné, je pense que ça aura des conséquences sur les instruments de mise en œuvre. Alors la question de savoir si les fonds souverains peuvent être des instruments de mise en œuvre, j'aurais envie de répondre que oui, mais ça va poser des questions sur la façon dont ils travaillent sur leurs objectifs. Max avait clairement montré que pour la plupart des fonds souverains, sinon tous, moi je ne suis pas une experte, l'objectif premier, c'était un retour sur investissement. On finance une entreprise, on veut un retour sur investissement. Alors déjà, Max nous a montré que ça n'allait pas être gagné, ça n'allait pas être simple dans le futur de savoir où aller investir pour faire du retour sur investissement. Mais c'est sûr que si on glisse plus ou moins partiellement d'une mission qui est retour sur investissement à tout prix vers une économie, vers soutenir des politiques publiques de transition vers une économie durable au travers de l'investissement dans une entreprise, je pense que ça change vraiment fort, ça pourrait changer fort la vision de la mission des fonds souverains. Donc vous voyez, on est dans cette logique, les grands objectifs du millénaire, les grands objectifs de développement durable, les puissances publiques et puis les outils qui sont à la disposition de la puissance publique pour mettre en place ces politiques. Alors, une autre raison pour moi de mettre la puissance publique au cœur du système de la finance durable, c'est ce qu'on appelle en biologie, je fais encore une analogie, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Et donc l'homéostasie, c'est un mot compliqué pour décrire l'ensemble des mécanismes que possède un organisme vivant pour maintenir en équilibre des paramètres qui lui sont vitaux. Chez un être humain, c'est sa température, c'est la pression artérielle. Si vous avez la pression artérielle qui est trop grande ou trop basse, ça ne va pas fonctionner. En plein été, vous avez très très chaud, c'est dangereux pour le corps d'avoir trop chaud. Et donc, un mécanisme se met en place. C'est le mécanisme de la transpiration, parce qu'évaporer de l'eau, ça demande de l'énergie. On passe du liquide au gaz. Je crois que c'est de ça que j'ai parlé dans mon cours de ce matin. Et donc, ça prend de l'énergie et le corps se refroidit. Donc, l'homéostasie, c'est un ensemble de mécanismes régulatoires, finalement, que les organismes utilisent. Et ce qui m'a fait penser à cette notion d'homéostasie, c'est Bruno Coleman, qui, dans la dernière séance, a dit que s'il devait y avoir un investissement de la puissance publique dans la transformation de l'économie, il faudrait concevoir cette transformation dans, et je le cite, un pacte social fiscal. Et là, on est vraiment dans le traitement de la complexité. L'idée étant de travailler à la transformation de l'économie. Si on décide d'aller vers une transformation de l'économie, comme Max l'a, je pense, assez bien expliqué, je crois que c'est vraiment important, à titre personnel en tout cas, en tant que citoyenne, je pense que c'est important, mais d'aller voir que ce qui est mis en place dans cette transformation de l'économie, aller voir les conséquences que ça a sur d'autres grandes politiques publiques, comme les politiques sociales et fiscales, et je pense qu'on peut en trouver d'autres. Et ça, les équilibres entre différentes grandes politiques publiques, c'est éminemment politique. Ça, je trouve que ça remonte au rôle de l'État. Ce n'est pas le fonds souverain tout seul qui va pouvoir aller voir quels sont les équilibres. Donc je pense que l'État, à plusieurs titres, et je crois que c'est une autre grille de lecture, mais que ça rejoint ce que Max a essayé de nous expliquer aujourd'hui, il y a vraiment plusieurs grilles de lecture pour comprendre l'importance de la puissance publique. Je préfère revenir à ça parce que c'est plus ouvert. J'aimais beaucoup le petit schéma que Max a montré en montrant l'ouverture des systèmes, que ce soit d'innovation, d'investissement, de financement, et je crois qu'il faut les concevoir au-delà, si on veut un vrai pouvoir transformateur. Vu les enjeux, il faut les concevoir au-delà des États. Voilà déjà au moins 3 niveaux dans notre système complexe, les objectifs des Nations Unies, l'État puissance publique, le fonds souverain et les outils. Je voudrais encore en évoquer un, qu'on oublie extrêmement souvent dans ce type de recherche, et c'est l'entreprise, c'est-à-dire l'entrepreneur, l'homme ou la femme qui possède l'entreprise. Si on veut, je pense qu'on ne peut pas imaginer une transformation profonde de l'économie si elle n'est pas accompagnée d'une transformation profonde des entreprises. Je crois qu'il y a un travail qui doit être fait à ce niveau-là. Et donc, les entrepreneurs, je crois, sont les premiers concernés par la transformation de l'économie parce qu'elle passera par eux. Et ils ont l'air d'être tout au bout de la chaîne, mais finalement, en constituant des réseaux d'entreprises, en cherchant des synergies à l'échelle territoriale,
en appliquant par exemple l'économie circulaire à leur propre processus, l'économie circulaire au sens large, pas seulement les déchets, pas seulement l'énergie. Je pense que la façon dont des entreprises et donc des entrepreneurs pourraient s'organiser permettra de potentialiser un financement durable. Alors évidemment, c'est compliqué parce que l'entrepreneur, pas plus que le financier, ne sait vers où il va. Donc je pense qu'il faut de fortes interactions entre les deux. Je crois qu'il y a aussi des nouvelles missions d'accompagnement d'entreprise. Quand on fait des choses complexes, et ça c'est Bruno Latour qui l'écrivait il y a des années en parlant d'innovation. Bruno Latour est notamment un philosophe des sciences. Il disait les projets les plus innovants sont ceux qui doivent être suivis de la manière la plus rapprochée, pour pouvoir faire des corrections, pour pouvoir les faire évoluer. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à chercher aussi dans ce système, dans la relation avec l'entreprise et avec l'entrepreneur, parce qu'un entrepreneur qui s'engage dans une spirale dont je vais arbitrairement, qui est décidé qu'elle est positive, puisque j'ai envie qu'on aille dans ce sens-là. C'est comme quand j'ai envie de croire que le Green Deal va être un facteur transformateur. Je pense que l'entrepreneur, il peut aussi servir d'exemple. Et donc, on peut potentialiser une série de choses en l'intégrant dans la réflexion. Alors, je vais juste terminer par un dernier point. C'est peut-être plus concret. C'est la façon de faire. Comment on doit travailler quand on a un système qui est complexe, parce qu'il y a une chose qui est à faire. On peut très bien se dire, ah, c'est vraiment trop compliqué, moi je retourne dormir tranquillement, je ne peux pas aborder cette question-là, je suis sur le terrain, je ne m'en sors plus. Je vais utiliser une dernière métaphore biologique. Vous savez que nos cellules contiennent ce qu'on appelle l'ADN. Et régulièrement, des molécules d'ADN sont copiées, soit en entier quand la cellule doit se diviser, soit par petits morceaux quand des protéines doivent être synthétisées. Ça va très très vite. On n'a pas le temps, les réactions, vous savez bien que l'organisme réagit rapidement. Quand il y a du sucre, il y a de l'insuline qui est synthétisée, c'est rapide. Enfin, il y a toute une série de mécanismes. Ce sont des grandes molécules, l'ADN, ça va très très vite. Et donc le système de copie de l'ADN est très rapide, et quand on fait quelque chose rapidement, on fait des erreurs. Or, une erreur, ça peut être extrêmement dommageable, c'est des mutations, ça peut être extrêmement dommageable. Et donc, ça me rappelle pourquoi un jour je me suis dirigée vers la biochimie, la nature a mis en place des mécanismes de réparation. Donc derrière la mécanique qui copie, vous avez une mécanique qui vérifie l'adéquation de ce qui est copié et qui corrige. En innovation, on parle de prototypage. Et donc, je crois que quand on travaille dans la complexité, il ne faut pas avoir peur, il faut essayer, je crois. Il faut s'ouvrir, il faut collaborer, il faut essayer, il faut faire des projets qui sont peut-être pas très très grands, mais des projets qu'on suit de manière proche, en apportant éventuellement les expertises qu'il faut aux entrepreneurs, et en allant, et ça je terminerai là-dessus, c'est le mouvement global, en allant de temps en temps vérifier l'adéquation de ce qu'on a fait, l'impact de ce qu'on a fait avec les grands objectifs de développement des Nations Unies, voir où on se situe, et puis apporter des corrections. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Peut-être que Max tout à l'heure pourra un peu indiquer quel regard il a sur cette vision en traitant le problème via la complexité. Mais en tout cas, moi, je voudrais remercier Isabelle et la SFPI parce que je suis allée dans la galère et non seulement j'ai ramé, mais ça m'a beaucoup intéressée et je me suis beaucoup amusée. Donc, merci beaucoup. C'est gentil, merci. Bonsoir à vous toutes et tous. Je suis très impressionné, évidemment, de ce qui a été fait dans le cadre de cette chaire au cours des 5 sessions précédentes et que Isabelle d'abord et Véronique ensuite ont résumé. Et donc, indépendamment des exposés qui ont été faits et des commentaires qu'ont fait plusieurs de mes confrères et consoeurs de l'Académie, je me suis posé la question en arrivant ce soir en disant comment est-ce que, après tout ça, je peux encore vous dire quelque chose d'original? La réponse est il n'y a pas tellement de moyens d'être original après tout ça, si ce n'est d'aborder mon petit commentaire dans le registre de la provocation. Alors, ce qui n'est pas du tout habituel chez moi, tous ceux qui me connaissent le savent, mais je vais essayer de me forcer ce soir dans le registre de la provocation. Et il faut reconnaître que c'est Max qui m'en a donné l'idée, puisqu'il m'a provoqué le premier,
comme disaient les élèves ou les étudiants ou les collégiens dans la cour de récréation, c'est lui qui a commencé, en disant qu'il était bien documenté, bien connu, que le secteur électrique était celui qui avait le plus répercuté sur l'extérieur ses coûts propres, et donc il avait le plus impacté des économies externes qu'il occasionnait. C'est évidemment parfaitement faux, puisque s'il y a bien un secteur qui a, bien avant que l'on sache même ce que c'était, commencé, initier la décroissance de ces émissions de CO2, c'est le secteur électrique. Alors je pourrais multiplier les contre-exemples à l'usage de l'opinion de Max. Je me demande simplement ce qui a valu au secteur électrique dans son exposé le redoutable privilège d'être mis en évidence par rapport à d'autres secteurs dont on connaît l'innocuité sociale, environnementale ou même de santé publique, que sont le pétrole, le plastique, la chimie, les mines, et je pourrais continuer. Donc, comme il a provoqué, je continue, et je continue en lui disant que je me demande si dans ton exposé de ce soir, il n'y a pas une relative confusion entre les deux questions qui sont posées, plutôt la question qui est posée, et la manière dont tu as répondu. La question qui était posée ce soir, avais-je compris, c'est quand et comment et où un État doit-il investir? Et Véronique a eu tout à fait raison de dire, disons que ce soit, quand on dit État, c'est puissance publique. Que ce soit d'ailleurs supra-État comme la Commission ou infra-État comme les sociétés régionales d'investissement, voire locales, voire sous-locales. Et c'est un administrateur de Netis qui a passé la journée en conseil d'administration de Netis qui vous le dit, ce n'est pas toujours plus facile de faire des investissements opportuns à l'échelon local plutôt qu'à l'échelon national. Donc c'est la puissance publique. Quand est-ce que la puissance publique doit investir? Alors que toi, tu as posé aujourd'hui la question de savoir, est-ce qu'il est bon pour tout le monde d'avoir un marché laissé à lui-même? Ce n'est pas la même question. Alors sur la deuxième, c'est-à-dire est-il bon d'avoir un marché laissé à lui-même, la réponse est évidemment non. Évidemment non. Et personne ne l'a prétendu. Personne? Ah ben si, quand même. Il y a eu une période, autour des années 80, où des grandes institutions comme le Fonds monétaire, comme la Banque mondiale, relayées con à mort à l'époque par la Commission européenne d'ailleurs, ont dit, eh bien, le marché peut tout faire pour tout le monde, toujours et tout le temps. C'était un nouveau paradigme, hein, nouveau. Personne n'avait encore dit ça. Et évidemment, le Fonds monétaire a changé d'avis depuis, comme vous avez pu voir. La Banque mondiale aussi. Seule la Commission européenne continue, comme les oiseaux que la plupart d'entre eux sont, à faire tourner ce moulin à prière qui consiste à dire le marché, virgule, agrémenté pour la Commission depuis quelque temps de l'environnement. Bon. Donc, si la question est de savoir est-ce que le marché seul fonctionne, la réponse est évidemment non. Et Max a cité deux pays ce soir, qui sont la Chine et l'URSS, enfin la Russie. Il avait cité précédemment les États-Unis. Ça aurait été bien de faire la comparaison des trois, d'ailleurs. Parce que quand tu montres le graphique un peu variable, comme ça, de la richesse, entre guillemets, russe, tu oublies de dire que les Russes ne sont pas doués pour l'industrie, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. En l'occurrence, des matières premières. Ils vendent du gaz, que l'Europe achète d'ailleurs sans se poser la moindre question, ni environnementale, ni stratégique, ni géostratégique. On bouffe leur gaz, mais quand le prix du gaz descend, ou bien quand on en bouffe un peu moins, ça varie. Les Chinois n'ont pas fait ça pour leur développement. Ils ont fait comment? Ils ont fait exactement comme les États-Unis. C'est-à-dire avec un État, un pays, qui non pas oriente, mais suscite, instille au niveau du marché et des investisseurs privés des réflexions qui font qu'il y a une sorte de planification indicative qui se passe, et tu as raison de rappeler cette planification indicative. Incidemment, d'ailleurs, la France l'avait choisie en 58, même un peu avant, d'ailleurs en 55, en disant, eh bien, dans un contexte économique comme celui des 30 Glorieuses, il est important aussi de savoir ce que l'État doit faire. Pas forcément investir. C'est le fameux concept d'obligation du plan, mais obligation incitative. Donc c'est quelque chose de très important qu'il faut bien reconnaître. Les 30 dernières années
où nous avons fonctionné, sauf quelques personnes comme moi qui vivaient en quasi-clandestinité. Nous avons fonctionné en disant « le marché peut tout pour tout le monde, tout le temps ». Moi, qui étais un keynésien mal repenti à l'époque, qui ne le suis toujours pas d'ailleurs, je suis toujours sur la même longueur d'onde économique que lors de mes 20 ans, j'ai quasiment dû vivre en clandestinité. Keynes, c'était un malfaiteur. Être keynésien, c'est devenu un gros mot. Planification, c'était une horreur. Hein. Heureusement, on en revient un peu. Mais si on se pose maintenant la question à laquelle je n'ai pas de réponse, je le dis par avance, mais que j'avais compris qu'on allait aborder ce soir, c'est, dans le fond, quand est-ce que l'État, Véronique Sensulato, hein, quand est-ce que l'État doit investir? Et pas. Je serais tenté de dire, l'État, la puissance publique, doit investir dans ce que le marché ne fait pas bien ou ce qui ne prend pas en compte. Alors, vous allez dire, dit comme ça paraît presque aller de soi. Et qu'est-ce que le marché ne prend pas en compte? Ou qu'est-ce qu'il ne fait pas bien? Alors, le marché ne prend pas en compte... non, il faut essayer de réfléchir à la question ne prend pas en compte quand? Est-ce qu'il prend en compte tout de suite? Ou bien est-ce qu'il peut changer? Et ça, pour moi, je trouve, on a déjà eu l'occasion de discuter plusieurs fois avec Isabelle, souviens-toi Isabelle, une des caractéristiques essentielles, sinon la caractéristique essentielle de l'économie de marché, de l'économie de marché, du capitalisme, qui pour moi tout ça c'est un peu la même chose, c'est de s'adapter. C'est vraiment de s'adapter, de faire en sorte qu'il s'adapte en fonction de l'évolution de la société. Et c'est assez logique parce que si on considère que d'une part la grande entreprise est une entité politique, Isabelle a écrit des lignes tout à fait frappantes sur le sujet, eh bien, c'est assez logique que l'entreprise ne se comporte pas comme bêtement un fournisseur de clous. La grande entreprise est une entité politique qui sait où est sa légitimité, qui sait qu'elle doit être légitime, faute de quoi elle ne pourra pas continuer son métier. Et ça, c'est pas neuf, c'est un constat que, tu l'évoquais, cette période-là, que les conseillers de Roosevelt ont fait dans les années 30, dont Adolphe Berle d'abord. Berle a dit, la grande entreprise est une entité politique. Et donc, il faut la traiter comme telle, et on doit savoir qu'elle se comportera comme telle. Elle va donc évoluer pour consacrer sa légitimité. Parce qu'on ne fait pas un travail de grande entreprise si on n'est pas quand même un peu perçu comme légitime, je crois. Or, a priori, le marché n'est pas susceptible d'entraîner l'adhésion affective. Hein. On n'aime pas l'économie de marché. Il y a des gens qui ont aimé l'économie planifiée, qui sont morts pour ça d'ailleurs. Hein, mais il y a peu de gens qui ont été manifestés, comme je le dis souvent, depuis la gare du Nord jusqu'à la rue de la Loi, pour la défense de l'économie de marché. Ça arrive rarement, vous ne l'avez pas vu, moi je ne l'ai pas vu en tout cas. Donc, n'étant pas a priori séduisante, l'économie de marché doit faire en sorte qu'on l'aime quand même. Ça nécessite une prise en compte de l'environnement et surtout de ces changements de l'environnement. Par exemple, dans les années 20, la grande entreprise et les capitalistes de l'époque ont intégré dans leur politique et dans leur pratique ce qui s'appelait à l'époque joliment la question sociale. C'est joli, hein? La question sociale. À l'époque, on se demandait qu'est-ce qu'il faudrait faire pour régler la question sociale. L'entreprise là, a dit je vais m'en occuper, en ce sens, je vais l'intégrer dans mes réflexions. Puis, après la guerre, la grande entreprise, la deuxième guerre, a considéré évidemment que on ne pouvait pas recommencer comme avant. Hein. On a souvent dit il y aura un après-Covid qui sera différent, voire. C'est pas encore sûr. Mais en tout cas, après la Grande Guerre, là, l'après a été différent, après la guerre de 40-45. Et notamment, l'entreprise a dit, on lui a suggéré, elle a dit oui, on ne peut pas continuer à fonctionner sans instiller dans l'entreprise une certaine démocratie interne, alors même que des gens, je dirais, se sont battus et sont morts pour changer précisément les choses au niveau de la démocratie des sociétés. D'où les grandes lois sociales des années 45-46 qui ont intégré dans les grandes entreprises les conseils d'entreprise et au niveau de l'économie, le conseil central de l'économie, par exemple. Donc, elle a intégré la démocratie,
Plus récemment, elle a intégré, on va dire, l'obligation verte, c'est-à-dire l'obligation de la préoccupation environnementale. L'économie de marché l'intègre, puisqu'elle se rend compte que c'est quelque chose de nécessaire à sa légitimité. Quand vous entendez le discours de Thomas Leysen, ancien président de la FEB et membre de la trilatérale au niveau international, sur l'obligation environnementale, mais ça vous tire des larmes. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a compris que pour la grande entreprise, il fallait intégrer ces dimensions-là. Regardez, j'ai déchiré, avant de monter en voiture, l'écho de ce matin. Hein. L'écho de ce matin, vous savez, la liste des fonds, des grands fonds, qui sont analysés lors d'un colloque particulier. Et qu'est-ce que dit le titre de l'écho? Il dit plus de vert, plus de croissance, plus de rendement. Alors, les green bonds, par exemple, qui font une percée telle que ces obligations vertes dépassent désormais, je lis, 600 milliards d'euros. Les bonds liés à la transition énergétique, même montant. Mieux, les bonds liés aux aspects dits ESG, c'est-à-dire environnement, société, gouvernance. Des montants tout à fait identiques. Et ce qui est même plus grand d'ailleurs pour ceux-là, ce qu'ils appellent les impact investing. Je passe aussi, sur l'interview de la personnalité liée à ces questions-là, qui est dans le même écho, en l'occurrence une Belge, Madame de Wandeler, qui est la responsable du critère d'investissement durable et sociétal dans le fameux fonds patrimonial écossais Aberdeen Standard. Alors on pourrait dire que cette dame que vous voyez là est quelqu'un qu'on a engagé comme ça pour qu'elle puisse faire quelques interviews dans les journaux européens. Pas du tout. Elle précise qu'elle a une équipe de 20 personnes, qui travaillent à Londres sur ces questions pour le fonds donc Aberdeen Standard. Donc, le marché sait intégrer ce qu'il est nécessaire d'intégrer pour être légitime. Regardez le dernier, entre guillemets, avatar, la dernière obligation de légitimité, la diversité. Ben, le marché intègre parfaitement bien la diversité. Si vous en doutez, regardez la dernière publicité de Coca-Cola. C'est extraordinaire. Comme intégration de circonstances, bien sûr, mais intégration de la diversité, puisque, encore une fois, sans intégrer ça, grande entreprise, je ne suis pas légitime. Alors la question, évidemment, c'est différent de cette question de base qui est quand est-ce que je dois investir, moi, pour puissance publique, et où est-ce que je dois investir de l'argent, des investissements. Et là, j'y réfléchissais et ça ne va pas de soi. La réponse ne va pas de soi. Je me dis simplement, et je vous le présenterai comme ça, qu'est-ce qu'il y a, à votre avis, de commun entre Adam Smith, Robert Lucas et Thomas Dermine? Alors vous allez me dire, pas évident, puisqu'il y en a un qui a écrit ce qu'il a écrit il y a 250 ans, l'autre a écrit ce qu'il a écrit il y a 25 ans, et l'autre, il a dit ce qu'il a dit il y a 25 jours. Thomas Dermine, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau secrétaire d'État à la relance chargé de l'affectation des pouvoirs financiers de l'État. Bon. Ils ont dit tous les trois qu'il y avait deux choses, et rien que deux, dans lesquelles les pouvoirs publics devaient investir, c'est les infrastructures. Alors évidemment, du temps d'Adam Smith, c'était des ponts en pierre et des routes. Aujourd'hui, c'est plus la même chose, mais dans les infrastructures et dans les domaines de la connaissance. Robert Lucas, il y avait un nom tout à fait bien pour ça, il a pris Nobel d'économie en 95 quand même, c'est pour ça que je dis 25 ans. C'est le stock de connaissances. Il y avait des stocks de marchandises, des stocks de produits, lui, le stock de connaissances. Dermine dit la même chose, et Adam Smith, ça veut dire la même chose 200 ans avant lui. Voilà. Mais alors, maintenant encore, si on respecte cette règle-là, dans quel domaine ou dans quelles circonstances? Alors là aussi, on pourrait faire une taxonomie des investissements en capital dans les entreprises les plus souhaitables. Difficile à faire. Je la gribouillais aussi avant de monter en voiture. Le premier truc qui me vient à l'esprit, premier cas, c'est ce qu'on appelait les infant industries, en anglais ou plutôt en américain, c'est-à-dire des entreprises dont les pouvoirs publics doivent s'occuper, on va dire, s'occuper. S'occuper comment? D'abord, peut-être en les protégeant de la concurrence. Ah oui? Ah oui, en les protégeant de la concurrence. Donc, vous allez dire, c'est un planificateur soviétique qui a dit ça.
Ben non, c'est Alexander Hamilton, le fondateur de la Banque centrale américaine et dont l'effigie figure sur les billets max de $20, je ne sais plus, combien, 10, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, difficile de dire que c'est un soviétique avec le couteau entre les dents. Hein. C'est un des grands défenseurs de l'économie libérale américaine, l'économie libérale tout court d'ailleurs, je le répète, fondateur de la FED, et qui dit il faut préserver, protéger des infant industries pour qu'ils se développent, et de les protéger de la concurrence, mais aussi investir dedans. C'est ce qu'on dirait aujourd'hui financer des spin-offs. Ça tombe bien. Le même journal du même jour me dit, voilà, la Sowalfin, un des outils wallons, précise que dans les 6 premiers mois de cette année, qui était quand même une année perturbée, ben, ils ont investi, ils ont aidé dans 53 spin-offs, ils ont fait 228 prêts pour, grosso modo, 500 000 € par spin-off. Bon. Est-ce que c'est légitime? Oui. Oui. C'est la même chose que Hamilton. C'est préserver, couver, on va dire, ces industries qui démarrent. Deuxième type d'investissement, alors c'est un peu difficile de les caractériser, et c'est en fait la SFPI, Max, qui m'y a fait penser, parce qu'une des composantes de la SFPI, c'est la défunte, enfin l'ex-Société nationale des secteurs nationaux, hein, qui a été créée dans les années 90, après que, au détour des années 80, l'État, à l'époque, Société nationale, avait dû investir massivement dans quoi? Dans les grands secteurs qui étaient victimes, au tournant des années 80, de réduction d'emplois et de perte d'activité démentielle, à tel point qu'il fallait investir pour maintenir une certaine cohésion sociale. Pourquoi est-ce que l'État investit dans Coqueril et dans Innocent pour en prendre 2, ou dans le plan textile flamand pour en prendre une autre? Pour éviter des graves problèmes de cohésion sociale. Si vous prenez la Wallonie, par exemple, on pourrait faire le calcul, en Flandre, il est moins illustratif, mais enfin quand même, dans certaines sous-régions, le Hambourg par exemple, prenez la Wallonie, autour de 80, dans les mines, dans la sidérurgie, dans la mécanique, 200 000 emplois ont été passés à la trappe. Si vous n'investissez pas, vous, État, vos pouvoirs publics, pour amortir ça, vous êtes simplement en défaut de cohésion sociale. En tout cas, vous courez le risque d'avoir, pour le dire comme ça, des faux dans les rues. Et enfin, le troisième cas qui me paraît défendable, c'est ce qu'on appellerait, mais là je crois que tout le monde sera d'accord, des missions déléguées, hein, bien précises, sur tel cas, dans telle région, dans tel domaine, à telle époque, eh bien, la puissance publique demande à un bras armé d'investir pour telle ou telle raison. Et ça, on le voit régulièrement. Et donc, c'est le troisième point, avec les investissements de cohésion sociale et les infant industries, qui me paraissent devoir caractériser les investissements publics, virgule, mais pas plus, puisque si effectivement, Max, investir dans une situation complexe et risquée, et difficile, il n'y a pas de raison a priori de penser que l'État le fasse mieux que le privé. Et inversement d'ailleurs, hein, j'en conviens. Et alors, puisque nous sommes dans une série de leçons, je vous proposerai un devoir à domicile. En l'occurrence, un cas, un study case. C'est le cas de la production, du transport, de la distribution et du traitement des eaux. Alors, vous prenez la France et vous prenez la Belgique. La France, historique d'exercice de ces métiers-là par des sociétés privées. En l'occurrence, aujourd'hui on dirait Veolia Suez, et précédemment en remontant jusqu'au Second Empire, la Générale des Eaux et la Lyonnaise des Eaux. Hein? Deux sociétés privées qui ont été chargées d'abord de la distribution, puis de la production, du transport et du traitement des eaux, sociétés privées. Bien sûr, ces sociétés se haïssent, leurs responsables successifs se sont haïs, mais de manière tout à fait extraordinaire, on pourrait raconter des livres là-dessus, d'ailleurs on l'a fait. Alors qu'en Belgique, dans ce domaine-là, les sociétés, les entreprises ont toujours été publiques, que ce soit en production, en transport, en distribution, en traitement des eaux. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une grande différence? Que l'on regarde les critères de durabilité que sont le maintien de l'emploi, le
l'environnement, le niveau des prix, entre les deux pays, il n'y a pas tellement de grandes différences. Il y a simplement un génie historique d'un côté, c'est comme ça parce que c'est comme ça, et un génie historique d'un autre. À preuve d'ailleurs, si au lieu maintenant de vous intéresser à l'eau, vous vous intéressez, désolé Max, à l'électricité, vous verrez que là c'est complètement l'inverse. La Belgique avait un historique privé en électricité, et la France, un historique public en électricité. Est-ce que les choses ont été tellement différentes? Pas vraiment. Donc, je ne crois pas. Donc, je vous laisse faire ce petit devoir à domicile. Je suis ravi de pouvoir lire ce que vous me proposerez comme travaux ensuite de ces 5 séances. Et bien sûr, pour tout ça, je reste à votre disposition. Merci. Donc, d'abord, merci à Véronique et à Jean-Pierre. Les commentaires étaient hyper stimulants. Et en fait, Véronique, I can only express my agreement. Je trouve que the analogy between homeostasis et de faire de transition avec un pacte fiscal social, je trouve ça extrêmement intéressant. Pour répondre à Jean-Pierre, j'aurais besoin de l'anglais parce que les points étaient pointus et je n'arrive pas à le dire assez précisément en français. I will say just one thing. On electricity, I was being unclear. I mean the whole historical, from the Industrial Revolution jusqu'à notre jour, a lot of carbon has been burned in power plants, in the production of steel. If you sum that across history, it's a large part, of course. Other industries also burned a lot, but that's not. I don't think that's the interesting point. I think the interesting point is really, it's this. Je fais ça. So, the interesting point is really this question of where does it make a difference when you do state investment, public investment, versus you kind of leave it to the private sector. And Jean-Pierre observed that I moved between two questions, between the question of where should the state invest, really kind of very pointu, and the question of where should things be left to the market, where should they not be left to the market. And the reason why I tackle these two things together, it's best to explain this with the example of Hamilton. Because Hamilton, when he wrote his report on manufacturing in the United States, as you know, the big debate was not so much between state or market. This wasn't the way that people were thinking back then. The big debate was, should the United States be an agricultural economy or an industrial economy? So it was really a vision about the structure of the economy, much more than a vision about a role of the state, a role of the private sector. Exactement, c'était exactement ça. Exactement. Il faut soustraire à certaines entreprises aux règles du marché. Ouais. C'est ça qu'il a dit. Oui, mais c'était l'utilisation du marché comme outil pour construire une économie, une société qu'il a ciblée comme so he was targeting a different development path from the one that Jefferson was targeting, and that would have happened without a kind of a global vision. And so really when we're talking about the sustainability transition, it's not really all about state versus market.
It's much more about what developmental path do we want to go on. And so I was taking this bigger vision, talking about coordination, investment, and public goods, because these are elements that can move us from one developmental path to another. And comme Jean-Pierre l'a observé, on peut utiliser le marché pour diriger des entreprises vers une direction ou une autre. But you can also do it through investment. And which tool to use depends on what the specific case is. And the argument I was trying to make, but evidently not clear enough, was to say public investment is very useful when you have your vision where you want to go, and you have your status quo, and you can see when you kind of do the rough vision that within one sector or one product category, there's a big, huge gap. You know, we all need to get from A to B. We need transport. We know it emits a huge amount of CO2. Transport is, in Belgium, 40% of all emissions. So actually bigger than electricity today, much bigger. But we don't really have such a good idea of how we are going to decarbonize transport. Electric vehicles, if you look at the whole supply chains, is not brilliant. Hydrogen cars, possible, the production of hydrogen is super expensive today, super energy intensive, so you need a lot of electricity. Unless that electricity is 100% carbon neutral, you're going nowhere. So how we are going to reduce those 30-40% of CO2, extremely difficult. So now, because you have this vision, a clear goal, zero emissions, you have an understanding of where we are today and what's difficult, transport, very difficult. Now you can say, is this something where private sector investment is going to kind of push for breakthrough innovation? And it might not. Difficult to say. We don't have the time to wait. So injecting a large amount of public money to say this needs to be done now, I think is a legitimate case for public investment. Maybe it's infant industry, but infant industry is... C'est exactement, c'est un peu différent. Moi, je pense à NASA, le moonshot. Les Américains, ils ont dit, à cause de Cold War, we have to go to the moon, we have to go there now, and so they threw public money on it. Is it a good idea? I don't know, but throwing public money at getting CO2 emissions down, we have to do it. And so, sorry, this was complicated, this was long. Thank you for the comments, they were brilliant. And je vais passer la parole. Je vais juste prendre le micro, tu peux identifier des gens. Cool. Oui. Ouais, voilà. Donc on va prendre, si vous voulez, vous ne touchez pas le micro, c'est moi qui le manipule. Et donc on va prendre peut-être 2-3 questions en bloc. Qui souhaite intervenir? On a environ 10 minutes, donc... Ça peut être aussi des questions sur les commentaires. Hein. Ça fait peur, je pense. Je suis désolée. Ouais, les commentaires étaient extra, donc... Oui, madame. Je veux bien poser une question. Oui, attention de mes dents, hein? Oui, sont chères. Oui, j'ai dans les 5 séances, mais peut-être il y a des mots et des parties qui me ont échappé parce que je ne suis pas francophone. Personnellement, je pense que la première question qui doit être posée, je pense qu'on n'a pas, c'est est-ce qu'il ne s'agit pas pour la légitimation d'abord de l'État? Pourquoi est-ce qu'on a un État? Si l'État ne fait rien, on n'a pas besoin d'État. Parce que maintenant, l'État s'occupe avec le micromanagement de nos citoyens dans notre vie privée, qu'on peut recevoir, etc. Tandis que ce n'est pas la tâche de l'État. La tâche de l'État est de faire des choses qu'on ne peut pas. Donc, je peux, par exemple, fournir de l'eau potable. Mais malheureusement, c'est exactement ça que l'Union européenne veut maintenant privatiser. Et je pense que c'est une très mauvaise idée. Je suis
pas du tout communiste, mais je pense qu'il y a des choses qui doivent être collectives. Et c'est aussi le cas. Maintenant, on voit très bien que comme la concurrence entre les organisations fonctionne très bien avec la découverte, oui, on est en train de la découverte des vaccins, mais on a le problème que l'État, en tout cas c'était en Hollande, qui voulait subventionner une certaine entreprise. On avait deux problèmes. D'abord, c'était l'Union européenne qui avait interdit, et deuxièmement, il y avait un investissement de nos pays étrangers et c'était la Chine. Et est-ce qu'on doit subventionner une entreprise qui est tenue par les Chinois? Je pense pas. Et je pense que sont donc d'abord les questions fondamentales qu'il faut se poser et après les choses économiques. Je suis économiste, donc je sais bien dont je parle. Mais je pense que c'est deuxièmement. D'abord l'idéologie et ensuite l'argent. C'est ce que je pense. Merci. Une autre réaction? Bonjour, je voudrais revenir sur une question que j'ai posée la fois dernière et peut-être à la lumière de ce qui a été dit aujourd'hui. En réalité, l'État intervient de différentes manières, par la voie de subsides, c'est aussi un investissement, par la voie de l'actionnariat, on a cité tantôt des sociétés d'investissement. Et donc, au terme de ces 5 séances, finalement, est-ce qu'il y a un scoring à faire sur les différents types d'investissements? Il y a pas mal de gens ces dernières années qui ont beaucoup critiqué les subsides à fonds perdus. Or, voilà, toute une série de personnes ont prouvé qu'il y avait beaucoup à faire avec ces subsides. Donc, en fin de compte, est-ce que dans vos travaux, à l'achèvement de vos travaux, vous allez faire un scoring des types d'investissements? Une troisième intervention, troisième question. Eh bien, alors, Max. Je vais commencer par la question la plus fondamentale. Pourquoi avoir un État? Moi, je suis formé comme théoréticien politique, donc c'est vraiment mon home turf. Et la réponse classique, c'est pour la paix. C'est la réponse hobbesienne. Qu'il faut avoir un monopole de la violence, parce que sinon, c'est en fait impossible de résoudre le conflit dans une manière peaceful, paisible. Donc, mais je trouve que ça, c'est lié très fortement à la transition vers une économie et société plus durable, parce que si on n'arrive pas à construire une économie plus durable, une société plus durable, on trouve que d'abord, on n'aura plus de la violence civile comme aux États-Unis. C'est devenu normal qu'il y a un high school shooting chaque an, presque chaque mois aux États-Unis. C'est devenu normal qu'il y a riots, c'est déjà un mot un peu politiquement chargé aux États-Unis. Je pense que dans 200 ans, quand on écrit l'histoire des États-Unis en notre moment, on va écrire qu'il y avait de sortes de rébellions, un peu comme pendant les Moyen-Âge, où il y avait des Bauernaufstände, des révolutions, révoltes des peasants, je ne sais pas le mot français. Donc, ouais. Des révoltes paysannes. Je pense qu'aux États-Unis, on voit que ça peut arriver aujourd'hui. C'est à cause d'une société, une économie qui n'est pas durable. Donc il y a ce lien entre la tâche originale de l'État, sauvegarder la paix, et construire une économie plus durable. La deuxième question, un scoring différentes manières d'intervenir, de soutenir les subsides et le actionnariat.
trouve que ça, c'est très difficile. C'est très difficile de donner une réponse globale. Parce que, par exemple, le secteur peut-être le plus... est-ce qu'on dit subsidie? C'est l'agriculture, évidemment. Et c'est simplement... c'est pas praticable que l'État prie 10% de chaque... Enfin, c'est absolument impossible. Au contraire, je dirais qu'il vaut mieux d'avoir un actionnariat au secteur où il est important que l'État vraiment connaît, que l'État vraiment sache qu'est-ce qui se passe dedans, où c'est important de savoir quelles sont les technologies, quels sont les processus, parce qu'avec ce savoir, l'État peut intervenir avec plus précision, il peut augmenter la capacité de production, quelque chose comme ça. C'est un savoir important. Et ça, je pense aujourd'hui, évidemment, c'est dans le secteur de la défense, mais aussi dans le secteur de la santé. Donc moi, je pensais que peut-être il faut que l'État belge détient 5%, 10% des grandes entreprises dans la pharmacie. Parce que comme ça, on est plus... You're closer to what happens within these enterprises. Évidemment, c'est très important pour la santé publique de savoir, OK, how quickly can we develop a new vaccine? This will not be the last pandemic. So it's important that we know exactly what the process of development is. And there, being a shareholder just gives you much, much, much more information. Yeah, other than that, I don't really have a general scoring that I can offer, I'm afraid. Alors, je pense que... on est... Jean-Pierre? Simplement pour dire que ce que vient de dire Max, en réponse à la question, je comprends, Max, tu veux dire que dans le fond, un critère général sur l'investissement de l'État, c'est de dire l'État investit quand c'est utile pour son rôle de garant de la paix civile. Ça me convient parfaitement bien. J'évoquais l'exemple de la Belgique dans les années 80, je crois que ça a été ça. C'est vraiment ça. Alors, vu l'heure, je pense que c'est pas mal ça. Ça fait un peu rockstar comme ça. Ouais. Donc, vu l'heure, je propose de nous arrêter là pour vous remercier tous quand même. Donc d'être venus pour certains et certaines avec des dévouements, dédication pendant les 5 séances de ce cycle, dire qu'il me semble que ce qui ressort de manière très très nette, si ce cycle a servi à quelque chose, c'est clairement de légitimer la question du cycle et la question de la chair, qui n'était effectivement pas une question qui était nécessairement évidente, et comme l'a rappelé Jean-Pierre Ansen, on sort d'un monde, et c'est aussi le monde dans lequel nos professeurs d'université nous ont enseigné. On avait du mal à identifier le rôle légitime que l'État pouvait occuper quand l'environnement idéologique était saturé d'une délégation au marché d'un maximum de fonctions ou de production de biens et de services. Et donc, en ce sens-là, je pense que le cycle a été très important pour légitimer la question et les réponses à apporter maintenant à la question de l'État comme investisseur et les moyens par lesquels, les véhicules par lesquels cet investissement doit passer, effectivement, reste en chantier. Ça tombe bien, ce n'est pas la fin de cette chaire. Donc, suite au prochain épisode. Et merci vraiment à chacun et chacune d'être venus, et en particulier à Jean-Pierre Ansen et Véronique Cabiot pour leur contribution aujourd'hui. Merci, Max.